Salam alaikum, bienvenue dans les cours de HB avec cette dernière et troisième partie du chapitre 3. Donc ce sont des compléments que vous devez connaître sur les études de marché. Donc nous avons d'abord les questions à échelle et puis nous allons voir quelques conseils pour bien élaborer le questionnaire. Donc nous avons déjà vu auparavant qu'il y a deux grands types de questions dans un questionnaire. Les questions ouvertes et les questions fermées. Et dans les questions fermées, nous avons vu les questions dichotomiques, les questions à choix multiples et troisièmement les questions à échelle. Donc pour plus d'informations, veuillez revenir à la vidéo précédente, c'est-à-dire la deuxième partie du chapitre 3. Sinon, ici nous allons détailler ce troisième type de questions fermées, c'est-à-dire les questions à échelle. Donc nous sommes basés sur le livre de Kotler qui est le Marketing Management. Donc nous avons plusieurs types d'échelles, notamment l'échelle de Likert. C'est une phrase, une affirmation par rapport à laquelle le répondant il exprime à quel point il est d'accord. Par exemple ici, dans le questionnaire, nous avons dit les petites compagnies aériennes offrent en général un meilleur service que les grandes compagnies aériennes. Là, le répondant, il doit cocher l'une des cases pour dire à quel point il est d'accord. Par exemple, s'il n'est pas du tout d'accord, il va cocher ça. Sinon, s'il n'est pas vraiment d'accord, donc ça va. Il peut cocher ça. Ça, c'est ni d'accord ni pas d'accord. On va revenir là-dessus. Plutôt d'accord, c'est-à-dire oui, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Tout à fait d'accord. Là, je suis 100% d'accord avec ce que vous dites. Concernant cette réponse du milieu, vous remarquez qu'elle est neutre. C'est-à-dire je suis ni d'accord ni pas d'accord, ni l'un ni l'autre. Il y a pas mal de mercaticiens qui déconseillent l'usage de cette réponse neutre du milieu. Pourquoi? Parce que si la majorité, par exemple, nous répond qu'il n'est ni d'accord ni pas d'accord, ça ne nous rajoute aucune information vraiment. Donc, il se peut que je fasse une étude de marché, j'ai dépensé pas mal d'argent pour qu'à la fin, je n'ai pas l'information que je cherche. Donc, il vaut mieux mettre un nombre pair. Donc, les deux se font, mais personnellement, je préfère un nombre de réponses qui soit pair et pas impair. C'est-à-dire, on peut avoir 4 ou 6 réponses des fois. Mais si on a 5 ou 7 ou plus, on a une réponse qui est neutre, qui est un petit peu dangereuse. Deuxième type d'échelle, c'est l'échelle sémantique différentielle. Nous avons deux mots opposés, contraires, et le répondant doit cocher l'une des cases qui correspond à son opinion. Par exemple, selon vous, SAS, est-ce que c'est une compagnie aérienne de grande ou de petite taille? Nous avons grande et petite. C'est comme s'ils avaient mis très grande, grande, moyenne, petite, très petite. C'est un peu ça. Donc moi, je vais cocher selon mon opinion sur la taille de cette entreprise ou de cette compagnie aérienne d'après cette question-là. Échelle d'importance. C'est une échelle qui mesure à quel point un critère est important. Nous avons déjà parlé des critères d'achat, c'est-à-dire les éléments sur lesquels se base le client pour acheter un produit. Donc là, je vais choisir un critère en particulier et je vais demander à quel point il est important pour la personne. Selon vous, est-il important de pouvoir choisir, bon ici c'est le vin, donc ça peut être n'importe quel autre produit, par exemple dans un avion, du thé ou du café ou ce que vous voulez, servi avec le plateau repas. Pas du tout important, peu important, moyennement important, assez important, très important. Donc là, il exprime son degré, le degré d'importance du critère qui a été proposé. Là encore, la réponse du milieu. Donc c'est à vous de voir si vous optez pour les réponses paires ou pas. Le reste des échelles, on a une échelle de jugement. C'est une échelle qui évalue un produit ou un service sur un critère en particulier. Par exemple, selon vous, les repas servis à bord des lignes SAS sont-ils de bonne ou de mauvaise qualité? Donc ici, on demande à la personne d'évaluer la qualité des repas servis à bord. Donc ici, on a la même chose, très mauvaise, plutôt mauvaise, ni bonne, ni mauvaise, assez bonne, très bonne. Là aussi, ni bonne, ni mauvaise, ça ne donne pas vraiment d'informations. Donc la personne évalue ce service ici, dans ce cas, selon si elle trouve que c'est une bonne ou une mauvaise qualité. L'échelle d'intention d'achat, comme son nom l'indique, c'est une échelle qui demande au répondant s'il a l'intention d'acheter ou pas un produit ou un service. Par exemple ici, si on vous proposait un service d'appel téléphonique à bord d'un avion,
est-ce que vous l'achèteriez? Donc c'est une supposition sur le futur. Certainement pas, là c'est sûr qu'il ne va pas acheter. Probablement pas, je ne pense pas que je vais acheter. Bon là je ne sais pas. Probablement, oui c'est possible que j'achète ce service. Certainement, ça c'est la personne est certaine. Donc par exemple, si on a la majorité qui ont répondu entre probablement pas et certainement pas, ben, on ne va pas ajouter ce service-là. Si par contre on a la majorité qui ont répondu certainement et probablement, peut-être qu'on pourrait être encouragé à ajouter ce service ou à faire le produit dont on a parlé dans la question. Il y a aussi une échelle de classement. On demande à la personne de classer un ensemble d'éléments proposés. Ça dépend des éléments. Ici par exemple, nous avons « Veuillez classer les critères d'achat ». Donc ici encore on parle des critères d'achat. Du plus important au moins important pour vous, lorsque vous voulez acheter une voiture. Là, ils vont mettre des numéros, ils ne vont pas cocher. On a de 1 jusqu'à 6. Donc, on a voilà, des critères pour choisir une voiture. Moi, par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, pour moi, si le prix c'est le plus important, donc je vais mettre 1 ici. Je vais dire, bon, ensuite, c'est la puissance du moteur, c'est numéro 2. Troisièmement, c'est le confort, etc., etc. Donc, je dois... Ici, je ne coche pas, mais je classe. Donc, c'est une échelle qui classe certains éléments. Voilà. Il peut y avoir d'autres types d'échelles, bien sûr, mais ça, principalement, c'est les plus utilisés. Dernière partie, c'est les conseils pour élaborer un questionnaire. Nous avons déjà vu la démarche, les étapes pour faire un questionnaire, mais il y a toujours quelques précieux conseils qu'il faut suivre. Ça aussi, c'est à partir du livre de Kotler. Donc, quelles sont les recommandations pour la formulation des questions? Premièrement, s'assurer que les questions ne sont pas biaisées et ne conduisent pas le répondant à faire une réponse plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que les questions qu'on doit poser doivent être neutres. On ne doit pas influencer le répondant. Par exemple, on va leur dire vous trouvez que la qualité du produit elle est bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la personne elle peut être un peu gênée et peut dire oui juste parce qu'elle n'a pas osé dire non. Donc il faut poser la question de manière neutre. Que pensez-vous de la qualité du produit? Bonne, mauvaise, etc. Et en utilisant bien sûr l'une des échelles qu'on a proposées auparavant. Poser des questions simples, éviter les questions doubles qui intègrent plusieurs idées. On ne va pas leur demander que pensez-vous de la qualité ainsi que du prix, ainsi que plusieurs questions dans la même question. Non. On pose la question de la qualité à part et la question du prix à part. Soyez le plus simple possible. Donc, toujours dans la simplicité et la précision, donc on doit essayer de poser des questions précises avec, par exemple, une plage temporelle comme « Avez-vous mangé un yaourt au cours des dernières 24 heures ?» au lieu de « récemment ». Si on dit « récemment », pour moi, récemment, ça peut être un mois. Pour un autre, ça peut être une semaine. Pour un autre, ça peut être une heure. Donc, si on leur dit les dernières 24 heures ou la semaine dernière, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Évitez le jargon et les termes techniques. Jargon, c'est le langage spécifique à un domaine. Les termes techniques, ben voilà, c'est par exemple les termes de l'économie. On ne va pas demander à la personne une question, on ne va pas lui poser une question qui contient des mots qui sont difficiles. Sauf si, bien sûr, les personnes auxquelles je vais poser la question sont des médecins. Ben, forcément, je vais utiliser le jargon médical. Mais si ce sont des personnes qui vont juste acheter, je ne sais pas moi, un shampoing par exemple, et moi je vais les massacrer avec des termes qui sont très difficiles et auxquels ils ne sauront pas répondre. Ou à la rigueur, si on est vraiment obligé, par exemple, d'intégrer un terme technique, comme par exemple pour la composition du shampoing, est-ce que vous voulez qu'elle soit sans parabènes, par exemple, ou bien sans sulfate? Là, on peut leur expliquer, mettre une petite étoile et leur expliquer, ou bien leur expliquer oralement si l'administration du questionnaire est en face à face. Éviter les mots compliqués, donc on est toujours dans la simplicité. On ne doit utiliser que des mots de la conversation courante que tout le monde pourrait comprendre. Et pas essayer de compliquer les choses avec des termes très très recherchés. Éviter les termes vagues ou ambigus. Vagues, ça veut dire qu'ils ne sont pas précis, ambigus qui ne sont pas clairs. Comme souvent ou habituellement. C'est comme ce qu'on avait dit tout à l'heure concernant récemment. Habituellement ou souvent, non, on va leur poser la question, est-ce que vous consommez chaque semaine ce produit-là ou chaque mois? Donc on doit préciser le maximum possible ce qu'on est en train de dire. Éviter la forme négative car une réponse négative à une question négative est souvent source de confusion. On ne va pas leur demander ne consommez-vous pas le thé? Ben, pourquoi on va se compliquer la vie? On va leur poser la question
consommez-vous du thé? Parce que s'il dit non à la forme négative, c'est peut-être que pour lui, il a voulu dire non, il consomme. Ou bien un autre va vouloir dire non, non, je ne consomme pas. Donc, pour éviter cette confusion, il vaut mieux éviter la forme négative. On pose la question de manière affirmative. Éviter les questions sur des situations fictives, car les réponses sont souvent peu fiables. C'est-à-dire, ici, on n'est pas dans une étude qualitative. C'est dans les études qualitatives qu'on essaie de libérer l'imagination, d'essayer d'imaginer des situations qui ne sont pas réelles, qui sont un peu loin de la réalité. Dans un questionnaire, on essaie d'être le plus réaliste possible. On ne va pas leur dire, si vous étiez, je sais pas moi, un extraterrestre, est-ce que vous allez acheter ce produit, je sais pas moi. Ça, c'est possible de poser cette question dans des entretiens qualitatifs. Mais dans un questionnaire, on veut des réponses précises. Donc, il vaut mieux poser des questions sur des situations réelles ou à la rigueur réalistes. Sinon, les réponses ne seraient pas fiables. Éviter les mots qui peuvent être mal entendus, surtout si le questionnaire est administré par téléphone. Ça, tout le monde sait qu'on peut confondre certaines lettres au téléphone. Donc, on essaie de choisir des mots qui sont faciles à entendre aussi. Surtout si, voilà comment ils ont dit ici, le questionnaire est administré par téléphone. Pour les sujets sensibles, ça je pense qu'on en a déjà parlé, mais j'insiste là-dessus aussi. Par exemple, l'âge du répondant. Bon, ou le chiffre d'affaires si c'est une entreprise à laquelle on pose la question, mais l'âge ou le salaire, par exemple. On va pas leur dire quel est votre salaire ou quel est votre âge. C'est un peu intrusif comme question. Donc, on peut leur demander quelle est la tranche de salaire à laquelle vous appartenez, par exemple, ou d'âge. Donc, on leur donne des plages, c'est-à-dire des intervalles. Moins de 18 ans, entre par exemple 19 et 30 ans, je sais pas, ça dépend du produit. Entre 50 et 59 ans, au lieu de demander directement. Donc, c'est surtout pour les sujets sensibles. Donc, rappelez-vous, ça concerne surtout l'âge et le salaire. Peut-être un autre indicateur, mais surtout ces deux-là. S'assurer que les réponses proposées sont exclusives et ne se recoupent pas. D'une part, il ne faut pas trop se répéter dans les questions. D'autre part, on peut, à titre de contrôle, répéter une question d'une autre manière, juste pour s'assurer si la personne répond sérieusement ou pas. Des fois, on peut ajouter ça. Mais il ne faut pas être redondant non plus et trop se répéter. Proposer une réponse autre dans les questions fermées. Et surtout, dans les questions, principalement dans les questions à choix multiples. Parce qu'à échelle, on ne peut pas ajouter autre parce que c'est une échelle. Dichotomique, il n'y a que deux réponses. Donc, dans les questions à choix multiples, par exemple, on leur offre un choix de couleur. On leur dit, c'est quelle couleur préférez-vous pour l'emballage, je ne sais pas quoi. On va leur dire jaune, mauve, rose, noir, je ne sais pas quoi. Il se peut qu'on ait loupé une couleur. Donc, on met autre. Au cas où, il y aurait une proposition d'une jolie couleur qu'on aurait zappée. Voilà, donc ça, ce sont les principales recommandations dans ce livre pour formuler vos questions dans un questionnaire. Et surtout, rappelez-vous qu'il faut garder en tête la règle de la simplicité. Et aussi, on ne doit pas mettre trop de questions. On doit mettre que vraiment ce qui va nous être utile pour répondre à l'objectif de notre étude. Que faut-il retenir dans ce chapitre en général, vu que c'est la dernière partie du chapitre? Donc nous avons vu premièrement les études de marché en général, leur définition, les sources d'informations primaires et secondaires, et pour lesquelles on doit choisir si on va faire documentaire ou sur le terrain, la méthodologie des études de marché en général, puis après nous avons détaillé les études documentaires et sur le terrain. Dans les études documentaires, on a des étapes d'analyse externe, donc macro, micro, avec l'offre et la demande, etc. Donc c'est ce qu'on a vu après. Et les études sur le terrain, nous avons parlé des études qualitatives et des études quantitatives. Et dans les études quantitatives, nous avons bien détaillé les enquêtes par questionnaire. Vous avez aussi ce schéma-là qui est récapitulatif. Donc les études de marché, je répète rapidement pour que vous captiez bien ce qui concerne les études de marché. Donc nous avons dit qu'il y a deux types d'informations, secondaire et primaire. Secondaire qu'on trouve déjà soit en interne ou externe, voilà, pour lesquelles on doit faire des études documentaires. Et les informations primaires pour lesquelles qu'il faut chercher sur le terrain, à travers les études sur le terrain, soit quali, soit quanti. Pour les études qualitatives, nous avons trois types. Les entretiens, soit individuels ou de groupe, l'observation directe, ou bien des techniques créatives associatives et projectives qui libèrent l'imagination.
Concernant les études quanti, nous avons le recensement, le panel et le sondage. Nous avons dit que le recensement, c'est une étude complète sur toute la population. Le panel, c'est un échantillon qu'on revoit à chaque fois pour des études répétitives. Et le sondage, c'est une enquête ponctuelle sur un échantillon représentatif de la population mère. Et bien sûr, n'oubliez pas l'échantillonnage. Voilà, c'est écrit ici. Donc, généralement, pour les études quantitatives, on réalise une enquête par questionnaire. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types d'échantillonnage. Probabiliste, donc c'est un peu mathématique et aléatoire, et empirique, c'est-à-dire non probabiliste. Choix raisonné. Pour les questions dans un questionnaire, nous avons vu qu'il y a deux types. Ouverte, qu'on a dit qu'il faut un petit peu ne pas en mettre trop ou à éviter carrément, et les questions fermées, dont on vient de parler, donc dichotomique à choix multiples et à échelle. Administration du questionnaire, elle peut être par téléphone, face à face, par la poste ou par Internet. Nous avons dit que par la poste, c'est un peu dépassé et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et puis, l'objectif final d'une étude de marché, c'est d'interpréter, d'analyser et d'interpréter pour prendre une décision pour le futur. Donc, parmi les types d'analyse qu'on a vus, c'est les tri à plat et les tri croisés. Tri à plat lorsque on parle des pourcentages d'une seule question, une seule variable, et tri croisé lorsqu'on croise deux questions pour en tirer une variable explicative et une variable expliquée pour voir l'influence d'un facteur sur un autre. Et voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris ce chapitre-là, qui est assez riche. Et notre prochaine vidéo, Inch'Allah, sera autour de la segmentation. Parce qu'après l'étude de marché, nous avons déjà dit que nous passons à la stratégie SCP. Et voilà, merci et à très bientôt.